Mesdames et messieurs, bonjour. Apparemment, ce n'est pas la bonne formule protocolaire. Ambassadrice, mesdames et messieurs, bonjour. Je vous salue en vos noms, rangs, grades et honneurs, tout protocole confondu. Je n'ose jamais dire tout protocole respecté, parce que je suis quasi certaine que je n'en respecte aucun. J'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de pouvoir modérer cette session avec vous. Mon nom est Zoubida Fall. Je suis beaucoup de choses. Je suis entrepreneur, je suis auteur, je suis speaker, je suis host du podcast Conversation féminine. Je suis créatrice de La Réunion et des fois, pour faire simple, je dis que je construis des ponts. Je pense que c'est la présentation la plus simple que je puisse donner. J'ai le plaisir de modérer cette session. Ce qui se passe, c'est qu'on a dû, pour des questions de timing, fusionner 2 panels. On avait prévu 2 panels ce matin, ils n'en font plus qu'un. Parce que le temps ne nous le permet pas, mais aussi parce que ces sujets ne se laissent peut-être pas forcément séparer. Car on ne peut pas parler de mémoire sans parler de dette, on ne peut pas parler de restitution sans parler d'économie, on ne peut pas parler de justice sans se demander ce qu'elle coûte, mais à qui, comment et comment on la finance. Nous avons, je pense, 1 heure, vous me corrigerez si ce n'est pas le cas, et nous allons suivre 3 fils. D'abord les racines, pourquoi cette question revient avec cette force précisément maintenant. Ensuite, l'économie, dette, extraction, réforme des systèmes. Enfin, les objets et les institutions, ce que restituer veut dire concrètement. Donc, il ne s'agira pas dans ce panel de dire est-ce qu'il faut des réparations, parce que cette question a été déjà réglée, il me semble, par l'Union africaine. Et pour une décennie entière, nous avons répondu à cette question. Nous posons la question d'après. Comment, pour qui et à quelle échelle. Je voudrais pouvoir accueillir ici nos panélistes que nous aurons aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présence. Si vous me le permettez, je vais vous demander à chacun ce que je ne fais pas d'habitude, de vous présenter. Parce qu'en réalité, comme on a eu un remaniement, je n'ai pas eu le temps de préparer les fiches de présentation de chacun. Ça ne devait pas se passer comme ça, j'en suis désolée. Est-ce que vous accepterez, s'il vous plaît, de pouvoir vous présenter chacune et chacun? Et on commencerait par Madame Aimée, si vous me le permettez. Est-ce que vous pouvez passer un micro sur la scène, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Aimée Onguesso. Je travaille pour Open Society Foundation. Je suis basée à Dakar, mais je suis kenyane. Je me présente comme une Africaine avec un passeport kenyan. Merci. Merci beaucoup. C'est avec grand plaisir que je suis là ce matin. Je suis historienne, mais ce que beaucoup ne savent pas, tous mes travaux en histoire, depuis le mémoire de maîtrise jusqu'en thèse, mes travaux ont toujours porté sur la question de l'esclavage. J'ai commencé en maîtrise avec l'histoire des esclaves ou les esclaves depuis la mort du prophète jusqu'au milieu du XIe siècle, typologie d'esclavage, typologie descriptive de l'esclavage. En thèse, j'ai travaillé sur les membres, les esclaves militaires du Moyen-Orient qui ont fini par devenir les rois de l'Égypte, avant l'Égypte, l'Empire abbasside, etc. Donc toute ma problématique a toujours tourné autour de l'esclave et de l'histoire intellectuelle. Donc tout à l'heure, j'évoquerai un peu cette question. Merci, sinon pour le reste. D'ailleurs, ça n'exclut pas ce que je suis devenue après, parce que je me suis toujours intéressée à la citoyenneté. Pourquoi? C'est parce que c'est lié à mes études sur le Moyen-Âge, principalement. Merci beaucoup, vous m'avez déjà présenté. Je suis le professeur Guy Diakhaté. Je suis enseignant-chercheur au département des psychologues conseillers de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis le président du conseil scientifique de l'Institut africain de management. Je suis membre de la fondation, du comité scientifique de la fondation Amadou Hampâté-Bâ. Et je coordonne les activités de l'Observatoire de la citoyenneté de la ville de Dakar. Oui, bonjour. Je suis Ibrahim Assal. Je suis le directeur de Trust Africa. Trust Africa est une fondation, un think tank panafricain qui a son siège ici à Dakar et puis qui est aussi présent dans d'autres pays. Voilà. Bonjour. Bonjour. Donc, je m'appelle Cheikh Anta Gueye. Donc,
j'ai passé toute ma vie, je pense, à m'intéresser aux questions de dette et de finances. Donc, j'ai travaillé au ministère des Finances, j'ai travaillé à la BCAO, et j'ai travaillé au Fonds monétaire, et maintenant je suis économiste. Et je fais du bénévolat. Entre parenthèses, je m'intéresse au bien-être. Merci beaucoup, Dr Gueye. Avant d'aller plus loin, et cette clarification, je vais la demander parce que peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais si je vous dis que c'est un sujet auquel je ne connais absolument rien, et je suis censée modérer cette conversation aujourd'hui, on va commencer peut-être par une question de clarification. Dr Gueye, quand on parle de dette, de quoi parle-t-on en réalité? Parce que la plupart des gens comme moi, c'est comme si je t'ai prêté de l'argent, tu n'as pas voulu me payer, il faut régler des choses comme ça. Quand on parle de dette, dans ce cadre-ci, de quoi on parle? La dette, c'est quand vous avez un besoin de financement. Soit vous avez un projet d'investissement, ou soit vous avez un besoin de fonctionnement, un besoin de roulement, et vous vous adressez à une institution, soit elle est nationale, elle est internationale, pour demander un financement. Donc, dans ce cas, vous devez de l'argent à l'unité à laquelle vous vous êtes adressé. Ça, c'est la définition générale. Mais dans ce contexte-ci, quand nous parlons de dette, nous avons en tête qu'il y a une histoire qui a fabriqué nos économies, qui a imprimé une certaine trajectoire à nos économies, qui a imprimé une certaine structure à nos économies et qui nous a obligés peut-être à être dans une telle situation, qui nous a forcé à aller demander nos financements. Donc, c'est peut-être en partie le fait que nous avons des projets d'investissement, mais c'est aussi parce que nous avons été contraints par notre histoire. Donc voilà, et dans ce cas, dans le cas où nous parlons, c'est peut-être ça, de veut dire que la dette, il y a une partie d'histoire, mais peut-être aussi une partie d'avenir. Voilà. De la même manière qu'on parle de dette, on parle aussi énormément de réparation. Donc en tant qu'économiste, comment vous posez le problème concrètement quand on parle de réparation? Est-ce que la dette africaine contemporaine, c'est juste une question de mauvaise gestion ou au-delà de cela, c'est une question de justice historique? Oui, je pense qu'il faut étudier cette question avec lui. Et là, je commencerai par dire qu'il faut reconnaître aussi les efforts que la communauté internationale a fait. Dans les années 90, il y a eu une initiative. Je m'excuse. Il y a eu une initiative et au début des années 2000 aussi, il y a eu une autre initiative. Et ces deux initiatives ont abouti à alléger significativement le poids de la dette des pays africains et des pays en développement d'une façon générale. Donc ça, pour avoir un discours équilibré et lucide, c'est quelque chose qu'il faut revoir. Mais cela ne veut pas dire que l'histoire que nous avons, c'est-à-dire l'esclavage, la colonisation, nous a tellement appauvris que nos économies ont une telle structure, nos financements ont une telle structure, que nous avons été obligés de nous adresser à des institutions. Donc il y a ces deux aspects à considérer. Et dans ce cas, bien sûr, si on regarde le passé, la colonisation, l'esclavage et l'impact que ça a eu sur la structure de l'économie, et cette structure nous a forcé donc à avoir un certain flot de financement. Et du coup, ce qui se passe, et c'est la question qui vient juste après, c'est qu'on va adresser de la question des réparations, mais sur un angle du pourquoi maintenant, en réalité. Et j'ouvre cette question un petit peu à tout le monde pour que vous puissiez y répondre selon vos perspectives chacune. Donc, on commence par vous, Tata Penda. Pourquoi les réparations reviennent-elles avec cette force, précisément en 2026? Qu'est-ce qui a changé dans le rapport de l'Afrique à cette question au niveau politique, intellectuel et ou citoyen? Quand Chief Abiola, il y a plusieurs décennies, était le champion, si vous voulez, le porte-flambeau des réparations,
en Afrique. Moi, j'ai assisté à une de ces réunions et je lui avais signifié que j'étais absolument contre les réparations parce qu'on ne pouvait pas, disons, financièrement régler cette question des réparations. Mais il y a une évolution dans mon esprit. Et je dirais pourquoi il y a cette évolution. Ensuite, la question, et je crois d'ailleurs si Abiola a été éliminé physiquement, je n'exclus pas ses positions par rapport aux réparations. Alors, qu'est-ce qui a changé? C'est parce qu'on s'est rendu compte au cours de l'histoire que les peuples sont traités de façon tout à fait injuste. D'habitude, je disais que si j'étais une autorité, si j'avais les moyens, j'aurais démoli la maison des esclaves à Gorée, par provocation. Parce que démolir la maison des esclaves, pour moi, c'est démolir dans l'esprit de l'Africain l'esclavage de façon générale. Parce que tant qu'on en parlera, nous serons ligotés par cette affaire d'esclavage. Bon, tout ça, c'était pour réveiller un tout petit peu les consciences. Mais pourquoi on nous traite, nous les Africains, parce que nous n'arrivons pas à sortir des séquelles justement de plusieurs années, 400 ans d'esclavage, je ne sais pas combien de siècles de colonisation, de néocolonialisme. Alors, je prends l'histoire des Juifs. Toute ma jeunesse, mon adolescence, je l'ai passée à lire des livres, des romans sur l'Holocauste, sur les déportations des Juifs, le Moyen-Âge, sur ce qu'on a fait aux Juifs. On les a traités, taxés de tous les péchés d'Israël, pour pouvoir justement arriver à ce qu'on a, la Shoah et tout ça. Mais j'ai changé, et j'avais compris pourquoi on était allé créer l'État d'Israël et tout ça. Mais j'ai changé d'avis. En relisant tout ce qui concerne le traité de Nuremberg, ce qui concerne, par exemple, le traitement fait aux Juifs, les Juifs sont arrivés à s'installer sur la conscience des Occidentaux. Mandela était un peu arrivé à devenir la conscience du monde. Mais ça s'est arrêté à Nelson Mandela, malheureusement. Et les Juifs sont arrivés à imposer non seulement la gestion et la trajectoire aujourd'hui des relations internationales. Quelqu'un me disait, bon, tout le monde sait qui dirige aujourd'hui le monde. Je dis, qui est-ce qui dirige le monde? Il me dit, le Mossad. Pardi, c'est le Mossad. Comment ils s'en sont arrivés à ça? Ils sont, parce qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, après le prêcher de Nuremberg, c'est Rothschild qui a été le premier à acheter des terres en Palestine. Il les a amenées là-bas. Ça a commencé, mais c'est avec l'argent de l'Allemagne qu'on a construit toutes les infrastructures en Israël. C'est avec l'argent des Juifs allemands aussi qu'on a eu à ouvrir les banques, etc. Mais c'est l'argent de l'Allemagne et ça continue aujourd'hui. Toutes les diasporas juives dans le monde, j'ai assisté une fois à une réunion, à une conférence Combating Antisémitisme et je vois comment ils ont financé justement aujourd'hui la toute-puissance d'Israël. C'est avec l'argent des Occidentaux. Alors comment comprenez-vous aujourd'hui quand les Juifs disent nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas... Aussitôt les Occidentaux se rangent du côté des Juifs. Tout ce que veulent les Juifs, ils sont d'accord. La guerre préventive, ils sont d'accord. Tout ce que... Et alors, est-ce que ce que les Juifs ont subi est-il au-dessus de ce que les Africains ont subi? Je ne crois pas. C'est la raison pour laquelle, pour une raison de justice, ce qu'ils ont pu faire pour les Juifs, ils doivent le faire pour les Africains qui ont subi 4 siècles de commerce transatlantique, les esclaves dans les champs, les tueries, les assassinats, les viols, les violences. Alors, mais nous ne pouvons pas y arriver. Et c'est là où j'apprécie beaucoup ce que dit et fait l'ambassadeur de Colombie ou l'ambassadrice de Colombie. C'est que c'est avec les diasporas, comme le disait Cheikh Anta, africains, américains, les diasporas que nous allons construire cette question de réparation, quel que soit l'angle par lequel d'ailleurs on prendra la question. Et c'est là où je suis d'accord. Moi, je fais la comparaison entre ce que nous avons subi et ce que les Juifs ont subi. Et là où en sont les Juifs, et là où nous devrons être, nous, Africains, parce que nous avons subi plus d'injustice que les Juifs. Voilà ce que j'avais à dire sur cette question. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Tata Penda. Tout à l'heure, je cherchais le film Malcolm X. Oh, ok. Alors, vous pouvez passer le micro à Dr Ibrahim Assal. On est toujours sur la même question. Pourquoi les réparations interviennent-elles avec force précisément maintenant? Et qu'est-ce qui a changé dans le rapport de l'Afrique à cette question, que ce soit au niveau politique, intellectuel et ou citoyen? Merci. Et après cette intervention du professeur Pernamo, je pense que c'est beaucoup de choses qui ont changé. À la conférence de Durban en 2001, qui a été mentionnée plusieurs fois, sur le racisme, conférence sur le racisme, organisée par les Nations Unies, la question de l'esclavage a été reconnue comme étant un crime contre l'humanité. Mais la question de réparation n'a pas pu avancer. Nos amis des Caraïbes, nos frères et sœurs des Caraïbes, sont allés à Durban avec justement la volonté de faire avancer aussi cet agenda-là sur les réparations. Ils n'ont pas trouvé vraiment de répondants du côté africain. Et les Africains ont préféré parler de racisme comme crime contre l'humanité, mais les réparations, ils étaient hésitants. Et d'ailleurs, c'est pour ça que certains ont parlé de Durban comme étant le moment de la grande trahison. Et que les responsables politiques africains n'ont pas du tout suivi. Et au contraire, ils ont découragé les Hilary Beckles, qui est président de la commission de réparation de CARICOM, l'équivalent de l'Union africaine pour les Caraïbes, là, de ne pas vraiment pousser cette question-là parce que ce n'était pas la priorité des Africains, qui préféraient s'aligner sur la position des Européens. Alors, beaucoup a changé depuis, beaucoup a changé. Et il faut dire que cette question a existé depuis le début. Je crois que c'est l'ambassadrice économique qui parlait des abolitionnistes déjà qui posait le problème de réparation. Au niveau du continent, Moshood Abiola faisait partie du groupe de personnalités éminentes créé par l'OIOA en 1992-93, justement pour faire avancer l'agenda de la réparation. Et avec lui, il y avait les Wole Soyinka, il y avait Ali Mazrou et d'autres personnes, des Ajaïs, historiens. C'est eux qui ont poussé ça. Et en 1993, ils ont adopté ce qu'ils appelaient la déclaration d'Abuja, justement sur les réparations. Et après, il s'est passé des choses au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme. Il s'est passé ici et là des choses, mais c'est en 1923 vraiment que ça a commencé à évoluer vraiment, où deux conférences ont eu lieu au Ghana, une sur la restitution, mais déjà la restitution avait déjà fait des avancées parce qu'à ce moment-là, l'Union africaine avait adopté une position commune sur la restitution. Déjà en 2018, je crois qu'en 2019, ils ont adopté la commission, la position. Mais la question des réparations, c'était après la rencontre sur les réparations à Accra en novembre 2023 que la décision a été prise vraiment de pousser cette question-là. Et c'est à ce moment-là que la décision de choisir comme thème de l'année. Chaque année, l'Union africaine retient un thème comme le thème de l'année. Thème de l'année dernière, c'était la question des réparations. Non, justice pour les Africains et les Afro-descendants par les réparations. Et donc la décision a été prise à Accra et ils ont désigné le Ghana comme pays lead sur cette question-là. Et quand le président Mahama a été réélu, il en a fait vraiment son affaire. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un pays qui se présente comme le champion de la question, c'est le Ghana, et qui a nommé un ambassadeur, un envoyé spécial, qui est en rang de ministre au niveau du Ghana, qui s'occupe de ça. Et le Ghana donc a élaboré la résolution et puis a fait adopter ça par l'Union africaine au mois de février et puis après c'est passé aux Nations Unies. Je pense que c'est la consécration des luttes qui ont été menées de manière partielle un peu partout et il faut dire que le contexte s'y prête parce que je pense qu'il y a une plus grande conscience du fait qu'aujourd'hui on ne peut pas séparer cette question de réparation des grandes revendications pour beaucoup de choses. Pour une part, il y a une revendication pour la réforme du système de gouvernance mondiale, notamment la représentation au niveau des Nations Unies. Le Ezulwini Consensus, le consensus des Ezulwini qui a été adopté par l'Union africaine sur la réforme du système des Nations Unies avec une plus grande représentation de l'Afrique, 2 sièges avec veto power, pouvoir de veto au niveau du Conseil de sécurité. Et donc,
il y a une avancée. Voilà. L'Union africaine, depuis la remise du rapport Thabo-Mbeki en 2015 sur les flux financiers illicites, quand ils se sont rendus compte que le continent perdait autant, à l'époque on disait 50 milliards par an, maintenant c'est estimé à près de 90 milliards, comme je le disais tout à l'heure, a adopté aussi une position sur la restitution des biens qui ont été perdus. C'est des trillions de dollars, on parle de trillions de dollars que le continent a perdu depuis sous les 4-5 dernières décennies. Donc il y a une volonté de lier en fait le besoin d'appuyer la transformation de l'Afrique d'une manière beaucoup plus importante par la communauté internationale et qui est restée frileuse. À chaque fois qu'on parlait de réparation, il y avait tout un tas d'excuses qui étaient présentées. C'est à qui on doit faire la réparation, c'est pas possible de calculer, on n'est pas responsable des crimes commis par nos ancêtres. Tout un tas d'excuses ont été présentées. Je pense qu'aujourd'hui, on a parcouru un chemin très très important. Et on est dans une situation où ces excuses ne tiennent plus. Et que, alors, malheureusement, ce qu'on observe, c'est ce que Hilary Beckles appelle le régime des regrets. Faire admettre déjà et reconnaître qu'il y a eu un tort et que présenter des excuses pour ça, certains l'ont fait. Pour d'autres, c'était impossible. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est que Macron est en train de dire depuis 2 jours, parce que pour la France, même le génocide du Rwanda, où ils ont joué un rôle important en protégeant les génocidaires, la France n'a pas accepté de présenter des excuses au Rwanda par rapport à son rôle dans le génocide. Donc c'était comme un non-non, quoi. Et aujourd'hui, ça commence à évoluer. Et je pense qu'on est dans une situation où on ne peut plus nier cette question-là, qu'il faut lier donc à toute la conversation sur justice pour les Africains, parce que c'est une condition pour la construction d'un avenir différent, d'un avenir meilleur, où il ne se répétera pas ces questions-là. La deuxième chose, c'est reconnaître que finalement, l'industrialisation de l'Europe et de l'Amérique s'est faite sur le dos des Africains, avec l'esclavage qui ont propulsé la révolution industrielle. La dette, c'est aussi celle-là, mon frère. La dette, c'est qu'ils nous doivent leur développement, au moins en partie. Et cela étant, ce qu'on observe aujourd'hui, même les engagements qui ont été pris par rapport à la solidarité internationale, à la contribution à l'aide publique au développement, d'abord qui ont été honorés par très peu de gens, ils disaient 0,7% du PIB, du gross national income, des revenus de chaque pays, là, des pays développés. Ouais. Gross national income. 0,7%, c'est ça l'engagement. Mais il y a très peu qui ont fait autant, très peu. Les Pays-Bas et quelques pays. Mais même ceux-là sont revenus en arrière par rapport à ça. Surtout avec la poussée justement de l'administration Trump, où elle les oblige à investir davantage dans la militarisation de leur pays, dans les dépenses militaires. 5%, on demande aux Européens de dépenser 5% de leur PIB aux dépenses militaires. Et donc, on a une situation extraordinaire où, les faibles engagements qui ont été pris avant, 0,7% n'étaient pas honorés. On est revenu en arrière sur ces engagements-là. Et au contraire, on observe un plus grand égoïsme national, quoi, en quelque sorte, de la part des pays développés. On a vécu ça pendant le Covid. Avant de créer le COVAX, qui a été un grand secours au pays, on a passé par une période difficile. On parlait de vaccins nationalisme vaccin. Ils avaient déjà 4, 5, 6 vaccins par habitant avant de penser à donner plus aux Africains. Donc on est dans une situation où il faut absolument qu'on se prenne en charge. Je pense que c'est ça à faire le fond. C'est bien que l'Afrique soit plus consciente de la nécessité de mieux s'organiser et de ne pas être gêné justement de parler de réparation là où ça a été démontré plusieurs fois et par plusieurs intervenants. On a payé des réparations à ceux qui ont perpétré l'esclavage. L'Angleterre a payé 20 millions de pounds pour compenser les esclavagistes. C'est estimé aujourd'hui, ce serait 20 milliards de pounds en termes d'argent aujourd'hui. Le cas de Haïti a été évoqué, avoir osé se libérer, il a fallu payer pendant des décennies de compensations aux esclavagistes. Donc, pourquoi l'Afrique s'est générée de réclamer des réparations? Je pense qu'on est beaucoup moins géré maintenant. La deuxième chose, c'est que c'est une question de justice. Et ce qu'il faut dire surtout, que cette question de justice-là, il ne faut pas rester dans la segmentation de ces questions-là. La justice par rapport à l'esclavage,
justice par rapport au climat, justice par rapport à la dette économique insupportable que le pays africain vit aujourd'hui, justice par rapport au fait qu'on a un système international qui continue à nous confiner dans la position où nous sommes. Je pense que tout ça, là, il faut les lier si on veut atteindre l'ambition de construire l'Afrique que nous voulons, hein, ou le monde que nous voulons. Parce que c'est ça aussi un peu l'ambition. Oui, moi je pense simplement qu'au niveau des principes, il y a deux éléments qui me semblent importants. Le premier élément qui me semble important, c'est au niveau de la réparation interne. C'est-à-dire que je pense que sur le plan interne, aujourd'hui en Afrique, il y a des mouvements forts qui sont en train de s'exprimer au niveau interne, au niveau pays, pour plus de démocratie, pour plus de justice, pour plus de souveraineté, pour plus de dignité. En fait, je crois qu'on a ce qui s'est passé depuis plusieurs décennies, c'est une rupture, c'est une sorte d'insurrection mentale et qui a poussé une bonne frange de la population africaine à aller vers la décolonialité dont parlait tout à l'heure son Excellence Madame l'ambassadeur de Colombie. Donc l'idée qu'il faut aller vers ça, une décolonisation des mentalités. Une décolonisation mentale qui va consister à dire que nous réclamons au niveau interne plus de dignité, nous réclamons plus de démocratie, nous réclamons plus de respect des libertés individuelles et des libertés collectives. Parce qu'en fait, ça, Penda l'a théorisé plusieurs fois, hein, la crise des élites dans nos sociétés, le problème des élites, hein, élites de façon générale, hein, pas seulement élite politique, hein, c'est aussi élite intellectuelle, c'est élite maraboutique, etc. Et des fois, une sorte de complot des élites au détriment du peuple. Donc je crois qu'il y a des choses qui sont en train de bouger au niveau interne et qui réclament plus de justice au niveau interne, qui réclament des changements sur le plan de la formation, sur le plan du contenu de la formation, sur le plan de l'école. Une école qui était naguère très éloignée, parce que le colonisateur, c'est quelqu'un qui a créé des écoles dans beaucoup de pays africains historiquement, mais c'était pour éloigner les gens d'eux-mêmes. Je crois que les écoles étaient toujours placées loin des habitations. Les écoles n'étaient jamais dans les communautés, hein, c'était jamais dans les villages. Les écoles étaient toujours placées loin des habitations. Seigneur, je suis très fatigué, je suis né fatigué et j'ai marché depuis le champ du coq et le morne est bien haut qui mène à leur école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. Voilà. Donc une école qui était très éloignée. Et aujourd'hui, est-ce que nous avons une école qui nous a rapprochés de nous-mêmes? On a l'impression qu'on a continué un peu quelque part à reproduire ce modèle d'école mis en place par le colonisateur. Donc il faut, sur le plan interne, je crois qu'il y a une sorte d'insurrection mentale qui est en train de se présenter et qui parle de réparation, c'est-à-dire qu'on veut d'un autre type de société, d'un autre type d'État, d'un autre type d'école qui soit en conformité avec nos attentes. Maintenant, sur le plan externe, ça on le sait aussi, depuis plusieurs décennies, notre monde se heurte à un certain nombre de secousses, à un certain nombre de problèmes. Et un des problèmes, c'est l'humain. Quel statut nous devons donner à l'humain? Quel statut nous devons donner à l'homme? Si on veut avoir la paix dans le monde, je crois qu'il y a nécessité de nous positionner par rapport à ce type de questionnement-là. L'humain est sacré. Or, on se rend compte que depuis quelques décennies, les grandes idéologies qui structuraient le fonctionnement de grands pays, de grands États européens, ces grandes idéologies sont essoufflées, qui parlaient du traitement de l'humain, etc. C'est pourquoi moi je considère qu'en développant l'idée de la réparation, il s'agit quelque part aussi de réparer le monde dans sa globalité, qui est en train de traverser une crise et qui est une crise de l'humain, à mon niveau. Et que je crois que, quelque part, les sociétés africaines, traditionnelles, historiquement, tout au moins, ont beaucoup mis l'accent, pas seulement sur le respect de l'humain, mais sur le respect du vivant, de façon générale, le vivant. Ce qui fait que le noir, je suis à peu près sûr que même en Amérique latine, ça se passerait comme ça, est quelqu'un qui respecte tous les éléments de la nature. Les arbres, le sol, l'eau, etc. Ces éléments sont respectés parce que ce sont du vivant. Quelque part chez nous, des fois, on établit des parentés avec les animaux. On établit des parentés avec le monde végétal. Qu'on ne doit pas couper un arbre comme on veut. On ne doit pas tuer un animal comme on veut. Je crois que ces principes-là, le monde en a besoin aujourd'hui. Et que donc, en redonnant à l'Afrique la place qui doit lui revenir dans le concert du monde, ce serait une façon d'aller apprendre chez les Noirs
d'aller apprendre chez les Africains une conception du monde, une conception de l'humain. Je crois que nous avons quelque part ces éléments qui relèvent de nos traditions, de nos usages, de nos coutumes, que nous avons à enseigner au monde. Senghor le disait déjà lorsqu'il parlait du rendez-vous du donner et du recevoir, il pensait que pour la construction d'une civilisation de l'universel, la contribution de l'Afrique, ce serait d'apporter l'humain, d'apporter cette émotion-là dont nous avons besoin et qui est en train de se perdre. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a deux choses dans les années 80. La première chose, c'est que le club de Rome, dans les années 80, le club de Rome, de grands économistes, n'est-ce pas, monsieur, parlait de décroissance. C'est-à-dire que les gens ont dit qu'on est allé trop loin dans le développement qui s'est lu en termes de développement matériel, mais qu'on a oublié la dimension humaine, la dimension environnementale, la dimension climatique. Et c'est ce club de Rome qui dit, attention, il va falloir avoir une autre perception du développement qui intègre maintenant cette dimension idéologique, cette dimension humaine. Le club de Rome commençait à parler de décroissance. De l'autre côté, dans les années 1979, le prix Nobel d'économie, Theodore Schultz, qui est un Américain, il a remporté le prix Nobel d'économie pour avoir dit qu'il faut considérer que l'homme est un capital. On a commencé à parler de capital humain. Mais ça, je crois que ce prix Nobel-là, il fallait donner ça aux négro-africains. Il fallait donner ça aux Noirs qui ont considéré depuis longtemps et dans le réflexe mental que l'être humain est un capital. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Diakhaté. Madame Aimé, je sais que vous avez une présentation à faire. La question que je vais vous poser juste avant celle-là, c'est qu'est-ce qu'elle concerne cette partie-là sur la mémoire, l'histoire et la justice réparatrice, ou entre-t-elle plutôt dans toute la partie dette, extraction et ou économie? Si, elle s'est présentée tout à l'heure. Mais je peux le faire encore. Ok. Moi, je m'appelle Aimé Onguesso. Je travaille pour Open Society Foundation. Je suis basée à Dakar. Et je suis kenyane. Je parle au Swahili. Ok, c'est ça? Merci. Ok, dites-moi. Je travaille sur la thématique du paix. Et en fait, paix transformatrice. Et j'analyse cette question de la réparation avec ça comme contexte et je vais essayer de concrétiser un peu le concept sur le terrain. D'accord. L'esclavage a mis en place une infrastructure d'extraction de peuples et matières premières. La colonisation a bénéficié de cette infrastructure pour continuer à extraire et exploiter. Et après l'indépendance, dans une alliance impie composée de leaders africains, des multinationales et des anciennes colonies, l'exploitation se poursuit encore aujourd'hui. Voilà, cela a conduit à des systèmes politiques et économiques qui non seulement concentrent la richesse et le pouvoir parmi une petite élite, mais excluent aussi systématiquement la majorité. C'est l'une des racines des conflits africains. De cette histoire, nous savons que les inégalités socio-économiques ne sont pas accidentelles, ils sont structurés, ils sont historiques, ils sont politiques. L'héritage de l'extraction a évolué, pas terminé. Alors, pour s'attaquer aux causes profondes des conflits et contribuer à la transformation des conflits, nous proposons des économies réparatrices. Dans cette approche, nous intégrons les principes de justice réparatrice, de prospérité dirigée par la communauté et de démocratisation des structures économiques. Nous redressons les inégalités historiques et systémiques, pas centrer les communautés qui subissaient des préjudices, de l'exclusion ou de la marginalisation pour qu'elles puissent façonner leur propre avenir économique. Nous intégrons aussi également la transformation économique dans la guérison historique et la consolidation de la paix. Les économies réparatrices sont différentes du développement traditionnel par objectif et par approche. Pour conclure, le développement traditionnel élargit les opportunités économiques au sein de mêmes structures qui ont historiquement produit l'exclusion et l'inégalité. Les économies réparatrices commencent par une reconnaissance explicite du préjudice historique et cherchent à réparer les injustices passées et à transformer les systèmes qui les ont créés.
Deuxièmement, le développement traditionnel sépare la croissance économique de la guérison et de la réparation sociale. Une économie réparatrice intègre la transformation économique avec des processus de construction de confiance, de réparation psychosociale et d'autonomisation politique afin que le développement soit inclusif, réparatrice, centré sur la justice et durable. Pour finir, une économie réparatrice ne conteste pas le concept de développement, elle crée un nouveau concept de base aux normes. Il y a 3 piliers qui guident l'économie réparatrice, c'est la gouvernance participative, investissement réparatrice et finalement autonomisation économique et politique. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aimé. Donc, je voulais... Oui, docteur. Non, moi je voulais dire que je pense qu'il y a un livre à écrire sur les facteurs qui ont contribué à ce que ce débat se pose de plus en plus. Il y a des facteurs économiques, il y a des facteurs politiques, il y a des facteurs culturels, il y a des facteurs géostratégiques, il y a des facteurs même de communication. Je pense qu'on peut les citer plus tard, mais le facteur que je retiens le plus, et nous devons saluer la société civile et les intellectuels qui ont fait que le débat est passé de la passion à des choses plus concrètes. Les intellectuels ont su créer une base idéologique et la société civile a suivi pour poser concrètement les réparations, ce qu'il faut faire, pour exiger des réparations financières, pour poser le problème de l'annulation de la dette, etc., etc. Maintenant, ça a été facilité par ce que j'appelle les facteurs économiques, l'inflation, le Covid qui s'est posé, la crise de la dette, le commerce mondial, etc. Tout également, ce sont des facteurs économiques qui ont contribué à aider à ce que le débat soit plus concret. Il y a eu aussi les facteurs culturels. Le fait que certaines œuvres sont en train de quitter maintenant les anciens colonisateurs pour aller vers les pays du Sud, ça a suscité, pourquoi pas maintenant, une réparation concrète en termes de capital. J'ai tout un chapitre là-dessus de questions sur la partie culturelle. Je vais vous demander, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Donc géopolitique aussi, le fait que certains pays du Sud, tels que la Chine, la Russie, etc., ont commencé à gagner du poids sur la scène internationale, et ce qui a remis en cause l'autorité des anciennes colonies, des anciens pays colonisateurs. Mais il y a aussi les communications. La jeunesse a TikTok, tout ça pour poser maintenant les problèmes de façon libre. Donc c'est pour cela que j'ai dit qu'il y a un livre à écrire, mais encore une fois, il faut saluer la société civile et nos intellectuels comme le professeur Pendamba qui ont vraiment posé le problème, etc. Merci. Merci beaucoup, Dr Gueye. Nous concluons ainsi la première partie de ce panel. Je vais rajouter juste une question, parce que ça fait un moment que je vous écoute, mais il y a une chose que nous n'entendons pas souvent. Il y a une dimension qui est toujours très absente de ces discussions-là. Les femmes africaines. Les femmes africaines, elles ont subi et continuent à subir, en règle générale, une double oppression. Elle est coloniale, elle est patriarcale, et ces deux oppressions sont en simultané. Leurs corps ont été documentés, exposés, objectifiés dans des expositions ethnographiques. Des enfants ont été déplacés vers des institutions religieuses en Europe. Est-ce que quand on parle de justice réparatrice, on intègre cette dimension ou s'arrête-t-elle aux frontières de l'économie et des États? C'est une question à qui voudra bien répondre. Pour moi, la question ne se pose même pas. Parce que ce qui est sûr, et aujourd'hui c'est intéressant de voir revenir dans les débats, mais dans l'écriture de l'histoire, les visages au féminin de l'esclavage. Whitney, Anta Madjiguène Ndiaye, etc. Et même les femmes qui ont été
dans ce commerce, comme les femmes signares de Gorée, avec Martin Klein, on a repris ce qu'on appelle l'encyclopédie de l'esclavage. Et tout le monde sait que la question de l'esclavage au féminin, on l'a étudiée, mais pas assez de mon point de vue. Par exemple, quand on prend certains grands empires ou certains milieux, on se rend compte que la mère qui devait être esclave joue un rôle extrêmement important dans la transmission du pouvoir. Mais on avait besoin de la mère juste pour la procréation. Elle restait. Parfois, on l'a libérée parce qu'elle avait mis au monde un enfant, un garçon, etc. Parfois, on la laissait dans son état. Et je crois que toutes ces études, même par exemple, le bicentenaire, le travail qu'on est en train de faire sur, comment il s'appelle, Abdelkader Khan, ça permet de voir à travers les travaux de Robinson, de tous ces chercheurs sales, sur justement la figure de Khadri Khan et Feu Mustafa Khan, toute la problématique de l'esclavage au féminin et les esclaves de case. Et puis, plus en plus, les assassinats d'administrateurs coloniaux comme l'affaire Gendet. Il y a des études très intéressantes sur ces cas-là. Mais je voudrais dire simplement qu'au moment où on allait à la recherche des esclaves, et Ibrahim Choub revient beaucoup sur cette question en parlant de la corruption des sociétés africaines, parce que dans sa thèse, ce sont les Africains eux-mêmes qui allaient chercher les esclaves à l'intérieur, dans l'interland, pour les amener et les vendre sur les côtes. Et qu'il ne fallait absolument pas absoudre les Africains et les mettre face à leurs responsabilités, parce que c'est ce qui continue. Mais les femmes, quand on allait dans les guerres, on tuait les hommes, on laissait les femmes. Mais l'affaire d'Ender, il n'y a pas quelque chose de plus illustratif, de mon point de vue, de l'implication de ces femmes. Pourquoi elles se sont suicidées? Elles se sont suicidées parce que simplement, les morts ont voulu les réduire en esclavage et les violer. Alors, ils ont préféré mettre le feu à leur case et mourir et périr ensemble. Donc, il y a beaucoup d'histoires qui sont là, mais le problème est que la mémoire collective, de façon générale, gomme systématiquement les femmes. On oublie les femmes, leur rôle. On s'abstient de parler de ce qu'elles ont fait, leur acte d'héroïsme et leur façon de protéger la famille. Parce que si ces femmes se sont immolées aussi, c'était pour protéger leurs enfants. Comment les enfants, quand on arrache, et l'aspect, à mon avis, le plus dur, le plus difficile, c'est lorsqu'il s'agit de séparer les enfants de leur mère, dans les plantations de façon générale. Et je crois qu'on oublie ça. Il faudra, à mon avis, aller vers et documenter, surtout pour ce qui concerne le marronnage, la fuite des esclaves, comment ces femmes se sont battues. Et parfois, il y a des histoires incroyables quand le maître ou la femme prend ses esclaves comme des sex symboles ou les utilise dans leur sexualité. Il y a des choses très, très intéressantes. Évidemment, on ne peut pas oublier les femmes dans les réparations et montrer les spécificités et leur rôle spécifique. Et ce que la colonisation a fait, comme les religions monothéistes, c'est d'introduire le patriarcat chez nous au détriment du système matrilinéaire ou du matriarcat ou le matriarcat, parce que simplement, ils ont besoin de réduire les femmes selon leur modèle. Et au fur et à mesure qu'on avance, même si les femmes continuent à résister, elles disparaissent des mémoires, elles disparaissent des livres, etc. Et heureusement, il faudra aussi dans les réparations remettre les femmes dans la mémoire et la conscience collective. Tous les jours, on se bat parce qu'on nomme des rues. Y a pas, et aujourd'hui, le concept qu'on utilise, c'est le matrimoine. On n'utilise pas le patrimoine, mais les femmes. Le matrimoine, quand on parle de matrimoine, on parle des femmes dans l'histoire et la mémoire collective. Voilà. Merci beaucoup, Tata Penda. Et donc, nous clôturons cette partie-là. On a commencé en parlant, pour aller à la deuxième partie, parce qu'il y a énormément de questions et il y a énormément de sujets à explorer et très peu de temps. On a commencé en ouvrant ce panel en parlant de ce qu'était la dette, de ce qu'était le développement, et ça nous fait une parfaite introduction pour cette partie 2-là, où nous allons parler, il y a deux questions essentiellement, nous allons parler de dette, d'extraction et d'économie. Et la première question, c'est la suivante. Le FMI, la Banque mondiale, comme l'OMC, ont été construits dans une période coloniale ou immédiatement post-coloniale. Quelles sont les réformes concrètes qui permettraient de donner à l'Afrique une voix réelle dans ces institutions? Pas une voix symbolique, hein, une voix réelle.
pareil, le micro est... Ah, qui veut le prendre? Oui, merci beaucoup. Mais moi, rapidement, c'est qu'il y a eu une perception du développement économique qui a été développée au niveau central. En fait, à un certain moment, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a parlé du centre et de la périphérie. Je pense à Samir Amin, qui a écrit Le centre et la périphérie, et qui a considéré que dans la façon dont la mondialisation est en train de se configurer, nous avons aujourd'hui les sociétés du centre, les États du centre et les États de la périphérie. Si vous voulez, on ne peut pas, tel que ça se joue actuellement, on ne peut pas avoir économiquement raison et avoir culturellement tort. Ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est que les pays africains, les pays pauvres ont tendance à être relégués au second plan et toutes les décisions se jouent au centre. Et dans les instances significatives de décision, les États africains sont particulièrement absents. Donc il y a aujourd'hui un travail à faire de réparation de la mondialisation. Et cette réparation devrait conduire à plus d'équité dans la représentation. On se rend compte qu'à ce niveau-là, les pays africains sont vraiment exclus. Et donc, à partir de ce moment-là, les grandes structures comme le FMI, comme l'OMC, etc., prolongent des politiques occidentales, mettent en avant des intérêts occidentaux, et les Africains ici souffrent véritablement. Les pays pauvres de façon générale sont plus ou moins exclus. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va prendre, le droit ne va plus être un droit international équitable, mais ça va être le droit, d'une certaine manière, de pays puissants qui imposent leurs lois aux autres. Donc un nouvel impérialisme qui est en train de se développer, qui est un impérialisme qui se drape des éléments de droit international, mais qui, au fond, impose une volonté occidentale aux autres pays. Et donc, sur le plan économique, ça conduit à une sorte d'exclusion, de marginalisation des pays africains, qui devient de plus en plus prononcée. Et c'est pourquoi j'ai parlé tantôt de la nécessité d'une réparation interne. C'est-à-dire donc voir à l'intérieur qu'est-ce qu'il faut faire et ne plus accepter que nos ressources soient à la solde des Occidentaux. C'est Jules Ferry qui disait depuis longtemps, Jules Ferry, qui affirmait que la politique coloniale est fille de la politique industrielle. Il a été très clair, la politique coloniale est fille de la politique industrielle. Donc si nous allons chez les Africains, les coloniser, prendre leurs matières premières, c'est pour développer notre industrie. Et jusqu'à nos jours, on a l'impression que les grandes structures économiques qui existent au niveau mondial ont prolongé cette conception. Il s'agit d'exploiter davantage les pays africains, il s'agit de les mettre dans des situations où la dette, je crois que l'économiste va nous édifier davantage là-dessus, où le poids de la dette constitue un problème. Devoir et infinitif de dette. En faisant son devoir, on paye sa dette. En réalité, et l'un des devoirs aujourd'hui des Occidentaux, c'est de payer leur dette. En réalité, c'est eux qui nous doivent plus que nous, à eux. Et donc, il faut voir ça sous la forme d'un changement complètement de perspective. Sinon, quels que soient les efforts que l'on aura à faire, on fera toujours du surplace si ces éléments de principe ne sont pas réglés de façon définitive. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut répondre à cette question? Docteur Sall, et je vous passe le micro ensuite, Docteur Gueye, si vous me le permettez. Docteur Sall, allez-y. On va laisser à Docteur Gueye parler, répondre sur les réformes à faire de la Banque mondiale. Il maîtrise mieux cette question-là, je pense. Mais je vous laisse voir. Oui. Non, sérieusement, je pense que je voulais juste amener dans le même sens en fait que le professeur Diakhaté. Vous savez, c'est parlant de pensée décoloniale, le point de départ d'abord, c'est ce qu'on appelle la désobéissance épistémique. On questionne les manières de voir, les manières de comprendre, les lectures qu'on nous impose. Alors ça, quand je me présentais, je n'ai pas dit, mais j'ai passé essentiellement ma carrière au Codestria, où cette question était importante. Comment comprendre les choses, quelle lecture faire les choses, comment problématiser les cadres dominants qu'on nous présente. Et parmi ces cadres dominants, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'OMC, occupe quand même une place spéciale dans l'architecture mondiale, l'architecture financière mondiale. Et il n'est pas dit que ça a été mis en place pour servir essentiellement les pays d'Afrique. Donc il y a des choses à faire à ce niveau-là pour les rendre plus équitables, accessibles, etc. Mais je pense que l'essentiel de nos efforts, c'est en dehors de ça. Samir posait ça autrement en parlant de déconnexion qui n'a pas toujours bien compris ce qu'elle fallait. Périphérie et centre, à partir de la périphérie, l'une de nos tâches,
c'est d'avoir une meilleure maîtrise de notre processus de développement. En fait, la reconnexion, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Une meilleure maîtrise de nos processus de développement, une certaine souveraineté. Et renégocier, en fait, au fond, si on ne renégocie pas le mode d'insertion de nos économies dans le système mondial, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Et donc, je pense que ça, c'est important de dire. La deuxième chose, c'est que la Banque africaine de développement, avec le nouveau président, a lancé un concept de ce qu'on appelle NAFAD, nouvelle architecture pour le financement et le développement, pour le financement africain et pour le développement du continent. Et avec, c'est au mois d'avril qu'il y a eu un consensus d'Abidjan. Mais là, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont parti d'un constat très simple. Les ressources du continent sont à peu près estimées à 4 000 milliards de dollars. 4 000 milliards de dollars, 4 trillions. Le gap de financement que nous vivons aujourd'hui, c'est 400 milliards par an. On a un gap de financement de 400 milliards et pourtant on a un potentiel de ressources de toutes sortes qui existent qui peut s'estimer à 4 000 milliards. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans la manière dont les choses fonctionnent, dans la manière dont c'est structuré. Et ce cadre-là, NAFAD a comme ambition justement de commencer à travailler sur la restructuration qui permettrait justement de combler le gap par des moyens qui sont nôtres pour l'essentiel. Donc je pense que on revient, on parle de réparation, on ne peut pas séparer ça effectivement de ce que le professeur Diakra disait, du mouvement qui se passe au niveau de notre continent, qui est un mouvement pour une plus grande accountability, affirmation, c'est une affirmation des citoyens africains qui est inséparable de l'affirmation du continent par rapport à ça, et une relecture et une réécriture de tout, de notre histoire. L'UNESCO a déjà fait un travail extraordinaire sur ça, mais également une reprise en fait par rapport à plusieurs niveaux, donc de ces questions de développement et de processus-là. Et dans ce cadre général, comme je disais tout à l'heure, il y a des choses à faire avec le Banque mondiale et le Fonds monétaire international. On ne peut pas ne pas en tenir compte. Mais je pense que l'essentiel de nos efforts et nos énergies, on devrait les investir ailleurs, quoi. Docteur Gueye. Oui, merci Ibrahim pour ces considérations. Moi, j'essaierai de répondre à cette question par 2 points. D'abord, théoriquement, et ensuite, je parlerai concrètement. Théoriquement, je pense qu'il y a 3 choses à faire. Premièrement, il faudrait d'abord qu'on continue la réforme de la gouvernance mondiale pour refléter le poids de l'Afrique dans les différentes instances. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point aussi, je pense qu'à notre niveau, nous devons réformer nos structures économiques, nous devons nous industrialiser. Nous ne pouvons pas continuer à être seulement des exportateurs de matières premières. Si nous le faisons, la structure des relations internationales restera telle que. Le troisième facteur que je veux parler, il faut aussi développer un partenariat. Les relations doivent être basées sur la construction et non la dépendance. Ceci dit, concrètement, vous avez dit tout à l'heure que les institutions de Bretton Woods ont été créées juste après la Deuxième Guerre mondiale, en 1944, bien au cours de la Deuxième Guerre mondiale, pour aider l'Europe à se reconstruire. Si bien que la façon dont ces institutions, le fonctionnement de ces institutions a été créé, et notamment au niveau du conseil d'administration, la représentation du code, c'est basé sur ce qu'on appelle les quotes-parts. Et il y a une formule pour calculer ces quotes-parts. Et ces quotes-parts déterminent la capacité à voter. Aujourd'hui, quand donc cette formule était conçue, la majeure partie des pays africains étaient sous le règne colonial. Quand ils sont devenus indépendants, après les années 60, aussitôt, on leur a donné de petites quotes-parts et
l'Afrique toute entière, l'Afrique toute entière ne pouvait même pas avoir un vote au niveau du conseil d'administration, par exemple, du Fonds monétaire de la Banque mondiale, où nous avons 24 administrateurs. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est pour cela qu'il faut reconnaître aussi, j'aime bien toujours avoir un discours équilibré. Donc, laissez-moi dire aussi les progrès qui ont été faits. Je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès à ce niveau. D'abord, la formule qui détermine la gouvernance, la capacité de voter, c'est-à-dire la formule de la quote-part a été significativement changée pour mieux refléter, pour mieux aider en tout cas la représentativité de l'Afrique et des autres pays du Sud. Deuxièmement, par exemple, quand vous prenez le groupe africain, on avait au début un représentant au niveau du conseil d'administration. Des efforts ont été faits, on a 2. Et récemment, avec les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire qui sont tenues au Maroc, on a eu un autre administrateur, si bien que maintenant nous avons 3 administrateurs. Mais ceci dit, je pense qu'il est bon de reconnaître cela, mais aussi il est bon de souligner que cela n'est pas suffisant. Eu égard que la population, l'Afrique abrite 18% de la population mondiale et ne représente aujourd'hui que 3% du commerce international. Et dans les produits manufacturés, la part de l'Afrique est presque marginale. Donc, voilà vraiment des considérations qu'il faut prendre. Mais, vous me permettez, madame, de terminer par une conviction personnelle. Nous avons aussi notre part du travail à faire. Nous devons réformer notre gouvernement. Nous devons combattre la corruption. Nous devons prendre conscience de ce que nous sommes et nous réaffirmer. Nous devons utiliser notre propre langage, notre propre conception, développer notre façon de faire les choses. Je pense que ça, c'est essentiel pour aider à la transition. Merci. Merci beaucoup. On me signale qu'il ne nous reste plus qu'une dizaine de minutes. Et justement, ma question, c'était sur la responsabilité des gouvernants africains eux-mêmes. Je vais l'esquiver, essayer de passer directement à la 3e partie, parce que l'idée, c'était de vous laisser la possibilité de poser cette question qui fâche. Que fait-on, nous, en tant que gouvernement africain, nous-mêmes? Quelle est la part de responsabilité de nos gouvernants dans la mauvaise gouvernance et la perpétuation des inégalités? C'était essentiellement cela, parce ça rejoint la chute de Dr Cheikh Anta Gueye autour de ce qu'il faudrait faire en interne là-dessus. Mais il ne nous reste plus que 10 minutes. Si vous me permettez d'enchaîner, comme ça on va pouvoir arriver à la fin. Sur cette 3e partie, nous allons parler de restitution culturelle et de réforme institutionnelle. On note que la France vient d'adopter une loi cadre sur les restitutions culturelles il y a une quinzaine de jours environ. Elle est présentée comme une avancée, même si on dénonce une disposition que c'est encore au pays spolié de prouver qu'il a été volé. Mais au-delà de tout ça, au-delà des objets physiques, au-delà des statues, des trônes, des masques, il y a les archives coloniales, les savoirs botaniques, brevetés, le patrimoine génétique de certaines semences. On voit un petit peu ce qui se passe au Nigeria en ce moment avec le gingembre. Où est-ce que s'arrête la restitution et qui négocie en vrai au nom de qui? Désolée, je suis une profane totale autour de ces questions. Mais voilà, c'est l'interrogation que j'ai aujourd'hui. La question est ouverte. Oui, la question est ouverte. À qui veut la prendre? Avant de répondre à cette question, oui. Je vais prolonger le débat sur la dette. Vous savez ce que cette guerre-là, elle est extraordinaire. Elle a révélé à la face de l'humanité ce que sont les rapports entre les États. La première fois que je suis allée dans le Frioul à Vennes, j'étais frappée par une ville où les troupes américaines étaient stationnées depuis la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, avec la guerre, on nous a montré que presque partout en Europe, ce sont les bases militaires américaines. Au Moyen-Orient, partout. C'est-à-dire l'hégémonie américaine était dominante
elle était au-dessus, et que finalement, l'Europe qui nous a colonisés, nous a exploités, n'était rien à côté des États-Unis. En Wolof, on a l'habitude de dire Djinné Djunné Amna Djinar. Chaque Djinné, je ne sais pas comment vous exprimer. C'est-à-dire, au fond, je me suis rendu compte que chacun exploite le plus faible. Plus faible que soi, on l'exploite. Et c'est comme ça que se sont établies les relations dans le monde, malheureusement. Et que cette guerre nous a montré cela et nous a donné une prise de conscience par rapport à ce que nous devons faire. Ça, c'était la première, je ne peux pas développer. Deuxième chose aussi, qui me préoccupe beaucoup, c'est-à-dire, nous avons une diplomatie d'une faiblesse extrême. Faiblesse extrême et nous ne défendons pas les intérêts de l'Afrique. Malheureusement, je me demande toujours ce que fait l'Union africaine. Quel est le rôle de l'Union africaine? Nous ne défendons pas. Mais ces sommets, à n'en plus finir, où un seul chef d'État arrive avec les chefs, 53 chefs d'État africains. Si après ça va être l'Inde, demain c'est la Turquie, après-demain, et finalement nous tournons autour de ça. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de réorganiser notre diplomatie et de faire parler l'Afrique avec une certaine autorité? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça va être l'Union africaine qui va parler au nom de l'Afrique. On va parler d'un groupe sous-région, la CEDEAO, etc. Mais cette image, il faut l'arrêter. Il faut arrêter cette image. Qu'est-ce qu'il faut faire? Autre chose aussi qui montre la faiblesse de nous. Mais moi, je suis tout le temps outré et je ne peux rien faire. Vous tous, vous voyagez à travers le monde. Les plus mauvais avions, on les envoie en Afrique. Dans les aéroports, nous sommes placés, on peut même arriver en Afrique en allant rejoindre notre terminal, etc. C'est-à-dire, on ne fait aucun effort pour mettre les Africains dans des conditions d'égales. Ensuite, si on le fait, on continue comme ça, nous avons tout ce qu'il y a de mauvais, et dès qu'une maladie apparaît, on va dire ça va tuer les Africains. Qu'est-ce qu'on a à faire avec antivirus? Dès que les gens ont commencé à avoir un virus, ça va tuer les Africains. Le Covid, ça va tuer les Africains. Pourtant, nous sommes toujours là présents. Maintenant, il est temps qu'on pose un langage de vérité et qu'on se fasse respecter. Comment? Parce que tant que nous continuons à avoir ces chefs d'État corrompus, notre argent qui se trouve aujourd'hui, si on détruit Dubaï, certainement une bonne partie de l'argent des Africains disparaîtra aussi avec Dubaï. Donc ça, ce sont des questions, à mon avis, entre Africains, nous devons nous asseoir pour poser, et on ne peut pas en sortir sans un mouvement intellectuel puissant, fort, capable de défendre ce continent et d'élaborer des idées, Madame l'ambassadrice, des idées fortes pour faire face à tout le monde. L'Europe est en voie moi j'aime beaucoup Emmanuel Todd, la défaite de l'Occident. L'Europe est en train de décliner. Qu'est-ce que nous faisons, nous, pour occuper la place? Bon, quelle était la question sur les biens culturels, etc. Voilà. Sur les biens culturels, j'ai fait pratiquement tous les musées où il y a des... Où s'arrête la question en vrai, c'est où s'arrête la restitution et qui négocie au nom de qui? C'est ça, nous devons y réfléchir. Exactement. Et travailler. Moi, déjà, ce sont les Occidentaux qui décident qu'ils vont. Parce que la restitution des biens culturels, il y a quelque chose derrière. On va vous restituer les biens culturels, c'est pour éviter de payer des réparations. Alors, moi rapidement, excusez-moi, docteur. Alors, ce que je voudrais dire rapidement, c'est qu'en fait, le bien qui peut être un masque, qui peut être une flèche ou ce qu'on veut, doit rentrer dans le cadre d'un projet culturel. En réalité, nous, les objets d'art dans nos cultures n'avaient pas seulement qu'une fonction contemplative. Les objets d'art avaient une fonction magico-religieuse. Quand on tape du tam-tam, des fois c'est pour soigner. Quand on tape du tam-tam, des fois c'est pour créer une rencontre et une affinité entre les différents membres d'une communauté. Ce n'est pas seulement pour la contemplation esthétique. C'est vrai, oui, c'est pour la contemplation esthétique, mais cela a une toute autre fonction. Ce que je veux dire, c'est qu'il nous faut peut-être redéfinir la culture et lui donner l'approche qu'elle doit avoir. La culture, c'est le fondement de tout. Et ne pas donner à la culture une simple acception esthétique ou folklorique. Je crois que c'est important que quand un objet arrive, qu'on sache lire la fonction de cet objet dans nos usages, dans nos coutumes, dans notre société, et dans quelle mesure ce nouvel élément culturel
vient renforcer des traditions et des usages, parce qu'on le sait aujourd'hui, on ne peut pas se développer si on ne met pas l'accent sur la culture. La culture, elle est fondamentale, et donc il ne faut pas seulement considérer que tout le monde a son ministère de la culture, je dois avoir mon ministère de la culture comme tout le monde. La culture, vraiment, elle est beaucoup plus profonde que ça, elle est beaucoup plus importante que ça, et donc que ces objets reviennent, mais s'ils reviennent, qu'ils rentrent dans le cadre d'un projet culturel que nous avons bien maîtrisé. Merci beaucoup, professeur. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir sur cette question? Oui. Docteur Sall? Oui, d'accord. Merci encore une fois dans la ligne de ce qui a déjà été dit. D'abord, la restitution, il faut, je le disais tout à l'heure, c'est un mouvement global. Hein. C'est pas seulement les Africains qui réclament. Les Chinois réclament aux Japonais, les Coréens du Sud réclament aux Américains, les Grecs réclament à tout le monde. D'ailleurs, l'une des plus grandes avancées sur ce plan-là, c'est il y a 2 ans, quand la Grèce était membre non permanent du Conseil de sécurité, ils ont fait passer une résolution sur la restitution, votée par 145 États, et c'était presque historique. Et donc c'est un mouvement important, global. Deuxième chose, effectivement, on parle aux objets d'art souvent, quand on pense aux objets d'art quand on parle de restitution. Mais en fait, il y a plus que ça. Il y a les manuscrits, comme vous avez dit, il y a les parties du corps humain, il y a des crânes qui ont été amenés. Et pendant longtemps, les Africains d'Afrique australe réclamaient une partie du corps de Sarah Baartman, que les gens ont amené comme pièce de musée qui est restée. Et donc, il y a beaucoup d'autres éléments. Il y a les manuscrits qui ont été amenés et donc, on doit réclamer tout ça. Et qui va réclamer? Les gens savent. Ils sont organisés au Cameroun, ils réclament des deities. Comment on dit deities? Des objets de culte, à la limite, qui ont été. Ils savent où c'est, ils savent d'où ça vient, et les gens sont organisés autour de ça pour réclamer. Par contre, ce qu'il faut dire et reconnaître, jusqu'à présent, on est dans l'ordre du symbolique. Ce que les gens restituent, c'est vraiment minime et symbolique, plutôt que ce n'est pas un mouvement de masse encore. On ramène le sabre à la Jumartal, on ne parle pas de ces manuscrits, qui intéressent plus la famille omarienne d'ailleurs que le sabre. Les Ivoiriens récemment ont réussi à récupérer quelque chose là. Comment? Le tambour, voilà, qui bon. Mais c'est ça, on est dans cet ordre-là, quoi. Des trucs symboliques qui bougent, mais l'essentiel ne bouge pas encore. Donc il y a du travail à faire. Et effectivement, il faut le lier à ce qu'il faut faire par rapport à la culture. Et il y a un rôle pédagogique de ça là par rapport à l'éducation sur la culture. Et actuellement, et ça, Felwine ça le disait, pourquoi les objets d'art africains restent dans les musées en France, participent à l'éducation des jeunes Français sur la culture mondiale, et que les jeunes Africains n'ont pas l'occasion de voir les mêmes objets pour apprendre. Et sur tout ça, mon sentiment c'est que il faut qu'on revienne, et je pense que le professeur Dr Gueye a absolument raison, le travail fondamental, c'est le travail d'organisation et de transformation qu'on doit faire chez nous. Je pense que mieux on est organisé et mieux on est unis. Le slogan Africa Must Unite n'était pas formulé par hasard. Plus on sera fort, plus on sera capable justement d'agir sur toutes ces questions-là, et plus on sera capable de se faire respecter à tous les niveaux. Et ça, c'est lié évidemment aussi à la transformation économique, au fait qu'il faut qu'on s'industrialise, il faut qu'on soit aussi fort sur ces plans-là, qu'on puisse, parce que ce qui se passe aujourd'hui, même pour faire la restitution, les gens, par ailleurs, vont demander l'aide pour pouvoir construire l'infrastructure, pour pouvoir accueillir les objets qui reviennent. Quoi. Enfin, Totalement. Le Bénin a un retard de 2 ans sur son projet lui-même. Madame Aimée, et ce sera ma dernière question d'ailleurs, et on clôturera sur ça. Donc, Madame Aimée, le temps de rebondir sur ce point-là, je rajoute le fait, le Bénin a reçu 27 artefacts restitués, mais le musée devant les accueillir a 2 ans de retard. Donc, la restitution sans capacité de réception est une victoire. Qu'est-ce que cela nous dit de ce que nos États africains doivent construire en parallèle? Et vous avez commencé à répondre à cette question-là, Madame Aimée, et c'était ma dernière question. Ok, pour moi, je reviens sur la question de l'investissement réparatrice. Oui. Si on parle de la restitution et restituer les artefacts ou bien les objets, je pense qu'il faut restituer aussi l'argent que les objets ont gagné pendant le moment
ils étaient au musée. C'est ça. Et cet argent-là qu'on va utiliser pour l'investissement réparatrice. C'est ça ce que je veux ajouter. Ça a le mérite d'être clair, docteur. Oui, madame, je voulais ajouter que, bon, en ce qui concerne, permettez-moi de revenir, en ce qui concerne les négociations, je pense qu'il y a eu plusieurs parties dans ces retours d'objets. Les ministères culturels, le ministère des Affaires étrangères, il y a l'UNESCO aussi qui facilite. Donc il y a beaucoup d'institutions qui sont engagées. Bon, maintenant, en ce qui concerne la question que vous avez posée, les capacités, je pense que dans toute chose, il faut développer des capacités. Et particulièrement, c'est vrai pour nos États. Donc, si nous voulons mener une opération, il faut développer de la capacité. Mais quelquefois, on va négocier pour quelque chose, mais on n'a pas développé de la capacité à notre niveau. Donc, mais nous avons les capacités. Du point de vue historique, les documents sont là. Enfin, les capacités potentielles, je veux dire. Donc, maintenant, il n'y a qu'à organiser et planifier. Merci. Merci beaucoup, docteur Cheranta. Je suis arrivée au bout des questions que j'avais prévues. Oui, Madame Aimé, en plus, était à Penda. Vas-y, Aimé. Sur la question de capacité, je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord avec cette question parce que, avant de voler ces objets, nous n'avons pas la capacité pour les objets, ils étaient ici. Nous avons toujours la capacité. Ça a été détruit, mais je pense qu'on peut accueillir. Je pense que l'idée de la capacité, c'est une excuse de retarder la restitution des objets. Et ça rejoint le point de professeur Djibi Diakhaté quand il disait tout à l'heure que nos objets n'ont pas seulement de vocation contemplative. Donc oui, ce n'étaient pas des objets de musée. Et là, on les ramène en faisant des objets. Oui, professeur. Les capacités existent. Au Sénégal, quand on prend le fameux discours, que ce soit Malraux, Senghor, au moment du Festival mondial des arts nègres, on a toute la politique du patrimoine au Sénégal qui se retrouve dans ces discours. Et Senghor l'a concrétisé en créant un certain nombre d'infrastructures. Déjà, il existait le musée de la place Tacher, Soweto, ou le musée d'éléphants. Après, c'était le musée des civilisations noires. Moi-même, quand je suis allée au ministère de la Culture dans les années 80, je voulais aller faire les études et me retrouver au musée des civilisations noires. Supprimé, mais Abdoulaye Wade est revenu, on lui a demandé, il est revenu, il a construit le musée. Ça existe, il suffit d'une volonté politique, simplement. Et un pays comme le Mali est même arrivé à créer un musée dans le désert, qu'on appelle le musée dans un milieu berbère, c'est le musée de Djebok, sous des tentes extraordinaires. Il suffit de créer un endroit où mettre des objets, c'est pas difficile. Nous-mêmes, nous avions travaillé à l'époque sur la conservation des objets en bois. Il y a énormément, et nos écoles sont là, l'école d'architecture, et on vient de sortir un grand livre superbe sur Dakar, et le patrimoine de Dakar. Je crois qu'il suffit, ça ne demande pas beaucoup de moyens de s'y intéresser, de travailler. C'est vrai que la Maison des Archives attend qui avait déjà trouvé son financement depuis très longtemps, attend toujours. Mais s'il y a une mobilisation et qu'on se rende compte que pour être au niveau de tous les États modernes, nous devons avoir une politique muséale, nous devons avoir une maison des archives, nous devons avoir une bibliothèque nationale, je crois que ce sont les bases et il faudra que tout le monde œuvre et travaille pour que ces bases deviennent réalité. Merci. Merci beaucoup, Tata Penda. Et nous clôturons sur ces mots. Aimé, c'est bon? C'est bon. Alors, juste un petit récap de ce qui a été dit, en espérant ne transformer ou ne travestir aucun de vos propos. Pour rappel, c'est en 1993 qu'a eu lieu la proclamation d'Abuja, premier cadre panafricain sur les réparations. En 2001, on a eu le programme d'action de Durban. 2022-2023, les proclamations d'Accra de l'Union africaine. En février 2025, l'Union africaine déclare 2025 année des réparations. En juillet 2025, c'était la décennie, on a proclamé la décennie des réparations 2026-2036, officialisée. Le 9 mai 2026, on a la loi cadre française sur la restitution culturelle.
Quelques chiffres clés, de nombreux pays africains dépensent aujourd'hui plus en remboursement de dettes qu'en aide reçue au détriment de la santé, de l'éducation, de la protection sociale. La dette publique en Afrique subsaharienne a recommencé à croître à partir de 2013. N'hésitez pas à me couper si ce n'est pas bon ce que je suis en train de dire. 27 biens restitués au Bénin et au Sénégal par la France contre des milliers restitués au Nigeria par l'Allemagne et les Pays-Bas. 41% des filles en Afrique de l'Ouest et du Centre sont mariées avant 18 ans. Ce sont des données UNICEF. Et il existe un plan 10 points de la CARICOM de 2014 qui est la référence aujourd'hui la plus aboutie sur les mécanismes de réparation. Si on veut parler de l'angle concernant les femmes et les enfants, on considère qu'il y a toujours une double oppression qui est coloniale et patriarcale, car le combat se mène sur les deux fronts en simultané. Les femmes constituent la majorité des acteurs de l'économie informelle africaine. Les expositions ethnographiques corps des femmes africaines documentées et exposées sont une dimension quasi absente des négociations actuelles. Les enfants déplacés vers des institutions religieuses en Europe sont rarement aussi intégrés dans le cadre des réparations. En gros, aussi, ce que j'entends sur ce qui a été dit, c'est que nous ne sommes pas forcément dans un dossier de réparation, mais beaucoup plus dans une agrégation avec des logiques qui sont des logiques propres. On a la dette d'une part, les artefacts, les archives, les échanges commerciaux, les institutions financières, la mémoire, le patrimoine, et que la difficulté de la décennie de l'Union africaine serait pour moi de maintenir ces points, ces îlots ensemble sans les réduire à une seule revendication. Elles sont multiformes. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a une demande de justice adressée aux anciennes puissances coloniales et une question de transformation interne que l'Afrique, nous, devons conduire nous-mêmes. Ces deux exigences, elles ne s'annulent pas. En réalité, elles sont censées se tenir, se compléter, essayer de voir comment survivre ensemble. Ce que j'espère en finissant, c'est que ces questions se mesurent dans nos budgets de santé, que les États ne peuvent pas financer, dans les objets que nos musées n'ont pas en réalité, dans les femmes qui portent l'économie informelle, sans que cela soit jamais comptabilisé. Merci à tous les panélistes. Mon nom est Zoubida Fall et j'ai eu l'immense plaisir de pouvoir modérer ce panel aujourd'hui. Je vais passer la parole à Madjiguène pour pouvoir annoncer le groupe qui va passer tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Fall. Sous vos applaudissements, encore une fois, Mesdames et Messieurs. Alors, nous allons permettre juste 2 questions à gauche et 2 questions à droite. Ou peut-être des suggestions ou interventions, si vous voulez. Juste 2 à gauche et 2 à droite. On est très limité vraiment par le temps. Qui souhaiterait prendre la parole? Je me nomme Papis Diabou, je suis membre du Forum social sénégalais. Je suis très satisfait et je tiens à adresser mes félicitations aux panélistes. Ma question, elle est ouverte à toutes les panélistes. Professeur, vous avez évoqué quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire les valeurs africaines. Alors, mais le constat en est que dans toutes les constitutions africaines, on n'a pas trop fait référence à nos valeurs, surtout à la charte du Mandé. Et c'est pourquoi c'est juste au niveau de la nouvelle, la proposition de constitution sénégalaise, on a vu que dans les références, ils ont fait citer la charte Mandé. Et j'aimerais savoir pourquoi, dans les constitutions africaines, on a juste pris référence sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Chers panélistes, je m'appelle Maître Omar Seck. Je suis greffier au tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Je suis également sortant de la FASTEF, où je suis sorti avec un titre de professeur. Et je suis aussi sorti de la faculté de droit, diplômé également en sciences juridiques. Donc je vous félicite des brillantes interventions de nos éminents professeurs, le professeur Madame Pendamou, donc M. Djibi Diakhaté et les autres panélistes
les deux, je les connais à travers les médias, avec de brillantes interventions et une constance raffermie et un point de vue aussi affirmé. Donc sur ce qui nous concerne, c'est-à-dire devoir de mémoire, justice, réparation. Bon, apparemment, en suivant, il y a un axe de temps sur lequel est calé les interventions, c'est-à-dire le côté de l'esclavage. Bon, l'esclavage, bon, c'est des faits historiques constants que personne ne conteste, mais ce sont des faits également qui sont valables pour tous les peuples. Comme le disait l'autre, le moteur de l'histoire, c'est la domination des classes. Chaque classe dominante a tendance à asservir l'autre classe. Ça, c'est un fait historique. Et tous les peuples, pratiquement, même les plus développés aujourd'hui, sont passés par l'esclavage. Même la première puissance mondiale actuellement, les États-Unis d'Amérique, fut colonisée. L'Europe également fut colonisée. Et si on remonte dans l'Antiquité également, Perse, Rome, et ainsi de suite, à chaque fois qu'il y a un déclin d'un empire, oui, il y a un autre empire qui l'a servi. Oui. Donc, sur ce point, donc c'est une question qui est un peu difficile à résoudre. Ensuite, l'autre axe de temps, c'est le colonialisme, beaucoup plus récent, peut-être qui est beaucoup plus... l'aspect colonial peut-être sera beaucoup plus possible de le réparer, contrairement peut-être à l'esclavage, où peut-être on peut espérer à des réparations peut-être structurelles sous forme d'investissement ou autre. Mais moi, là où je voulais en venir, c'est qu'il faut que nous, comme le disait le philosophe Soyinka, qu'on cesse de revendiquer notre tigritude, que l'on bondisse et qu'on attrape notre proie. Et cette proie, c'est la croissance technologique et c'est le développement intellectuel qu'il nous faut. Maintenant, ce développement intellectuel, à mon avis, ne peut pas se passer dans des langues qui nous sont étrangères. On ne peut pas continuer à manipuler le français, l'anglais, l'arabe en voulant se développer. C'est impossible. Wallahi. Merci, maître. Donc, c'est là où je voulais inviter le professeur, le sociologue, à répondre à ma question. Ne pensez-vous pas qu'il est temps de changer notre modèle d'enseignement qui est plus basé sur la mémoire que sur la réflexion? Je vous remercie. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup, madame la modératrice. Je suis madame Ndeye Aremian du caucus des femmes leaders du Sénégal et présidente de la plateforme des femmes migrantes de retour. Je commencerai d'abord par remercier les organisateurs de cette rencontre, féliciter vivement les panélistes pour la pertinence et l'éloquence de leur intervention qui n'ont laissé personne indifférente dans cette salle. Pour dire tout simplement, aujourd'hui, au-delà de la question de reconnaissance sur l'esclavage et la traite, il est question aujourd'hui de corriger les conséquences sur les plans économiques, social et politique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la question que la modératrice a posée concernant la place des femmes. Madame le professeur Penda a rebobiné un peu, revisité l'histoire des femmes dans ce processus, mais au Sénégal, je pense que, et partout à travers l'Afrique,
c'est les femmes qui ont eu à payer le lourd tribut dans la traite, l'esclavage et la colonisation. Parce qu'au Sénégal, du nord au sud, les résistances ont été menées par les femmes. Au nord, par Ndaté Yalla, qui a ouvert les hostilités en 1855, et au sud avec Aline Sitoé Diatta, qui a été déporté à Tombouctou en 1944. Pour dire tout simplement que les femmes, ici au Sénégal, ont joué un rôle important pour l'avènement des indépendances. Elles ont joué un rôle en portant les pancartes. Elles ont arraché le droit de vote en 1945 quand on a voulu faire voter les Françaises de souche et laisser les femmes, les Sénégalaises qui étaient dans les 4 communes. Pour dire tout simplement, en fait, que les femmes méritent une place importante vraiment dans l'esclavage, la traite et la colonisation, parce qu'au-delà, avec l'esclavage et la traite, elles ont subi un lourd sort. Au-delà de les arracher leurs enfants, au-delà quand même de les violer et de leur arracher leurs enfants métis, au-delà aussi sur le plan de décision. Parce qu'au Sénégal, avant au Sénégal, les femmes étaient au centre des décisions. Parce qu'ici, avec le royaume, le roi portait le nom de la mère. La transmission se faisait par la mère du pouvoir. Et actuellement, c'est la colonisation qui a dévalorisé le rôle de la femme dans la société sénégalaise. Et ça mérite quand même vraiment d'être recorrigé. Je vous remercie de votre Merci beaucoup. Une dernière intervention, Abdou. Juste une dernière intervention. Okay. Bonjour, je suis Ndeye Noubé Diop, travailleuse spécialisée en santé communautaire, master en promotion de la santé. Je suis ici en représentant du club des alumni de Corps Africa Sénégal. Déjà, je suis très contente d'être ici. Je remercie les différents intervenants de la qualité des interventions et on a beaucoup appris tout à l'heure avec les différentes interventions. Et ça, je suis un peu mitigée dans mes sentiments. D'abord, je suis très contente, mais aussi ça aurait une petite colère parce que avec les différentes interventions, on se rend compte de tout ce qu'on nous a appris durant ces derniers siècles-là. Et j'avais une question. Professeur Pendambao avait parlé de l'Israël, de l'État juif. Comment est-ce que les ressortissants juifs ont financé l'État d'Israël pour en faire maintenant une puissance? Et que pourquoi pas les Africains peuvent faire la même chose? Ma question c'est, comment est-ce qu'on pense que ça pourra se faire, vu que l'Afrique est un grand continent et c'est un continent divisé, parce qu'on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde pour beaucoup de sujets. Et pour la diaspora ou les descendants africains, est-ce qu'ils ont ce sentiment d'appartenance pour l'Afrique qui va les pousser à financer ou à participer à la réparation de l'histoire coloniale ou à la réparation de manière générale? Merci beaucoup. Professeur? L'État d'Israël a été créé, certes par les Juifs, mais aussi les infrastructures ont été créées avec l'argent de l'Allemagne, de l'État allemand. L'ancien État nazi, c'est l'Allemagne fédérale qui a justement financé la création des infrastructures, les autoroutes, les trains, les autorails, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la Shoah et le procès de Nuremberg et les Juifs ont été suffisamment organisés, se sont installés sur la conscience des Occidentaux pour obtenir ce qu'ils ont obtenu. Il n'y a aucune raison que nous, Africains aussi, que nous ne puissions pas nous organiser. J'étais
au Ghana quand le président revenait de l'Union africaine après avoir posé le problème justement des réparations revenues, c'était là-bas. Et se dire simplement qu'il nous faut nous organiser. Et moi, ce que j'ai vu d'assez extraordinaire au Ghana, on ne le voit pas dans nos pays francophones, par exemple. Le mémorial qui est dédié à Nkrumah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça peut occuper toute une partie de la vie, avec des investissements, et ça va dans la construction, si vous voulez, de la mémoire dans ces pays. Les pays anglophones sont beaucoup plus en avance que nous sur certaines questions. Et nous devons aussi travailler justement à la restauration de cette mémoire, mais l'Union africaine, les organisations doivent aussi jouer leur partition et jouer un rôle extrêmement important. Sans unité, on ne pourra absolument rien faire. Le discours sur le panafricanisme est un discours permanent, est là, mais malheureusement, ce discours a tendance à se folkloriser un peu. Et nous devons sortir de ce folklore. Il y a des institutions panafricaines. Je pense au CODESRIA qui a été dirigé ici par Ibrahima Sall pendant plusieurs années. Et il est aujourd'hui à Trust Africa. Ce sont les intellectuels qui doivent se faire encore mieux entendre et plus entendre. Et en 10 ans, en 20 ans, quand même, on a fait beaucoup de choses dans nos pays. Les questions de citoyenneté, la société civile. Ce matin, Alintune a parlé, il est partout, par Mons et par Beau, il défend ce qu'il croit être juste, toujours. Mais c'est ça qu'il nous faut. Au fond, c'est le leadership politique, à mon avis, qui ne répond pas. Et nous devons reconstituer ce qui existait juste au moment avant l'indépendance, c'est-à-dire avec la Fédération des étudiants d'Afrique noire, présence africaine, etc. Il n'y avait pas d'anglophones, il n'y avait pas de francophones. Les lusophones ont constitué des choses intéressantes au niveau à Lisbonne, par exemple Cabral, Neto, etc. Les anglophones, la première grande conférence des intellectuels a eu lieu à Manchester par Nkrumah. Ensuite, on a eu les conférences, et je crois qu'il y aura un colloque cette année sur la conférence, pour célébrer la conférence justement des intellectuels de Paris 56 et de Rome en 58. Donc nous devons reprendre ces luttes là où nos aînés avaient laissé ces luttes, surtout sur le plan intellectuel, et mettre en demeure nos hommes politiques, ceux qui disent. Et d'ailleurs, moi je suis pour qu'on retourne simplement à ce qui se passait au moment de l'indépendance, c'est-à-dire faire coïncider le leadership politique au leadership intellectuel. On ne peut pas avancer si la personne qui nous dirige n'a pas un haut niveau de conscience pour aller. D'ailleurs, tout ce qu'elle a dit, je suis d'accord avec elle. Merci beaucoup, professeur. Oui, rapidement sur deux questions. La première question, la présence de l'Afrique, moi je l'ai dit quelque part, la réparation, quelque part, c'est pour l'intérêt du monde. Parce que quelque part, je crois que c'est le monde qui a besoin d'apprendre des valeurs africaines. Madame l'ambassadeur de Colombie, en Afrique de l'Ouest, dans beaucoup de communautés, quand les gens mangent, à midi ou le soir, ils mangent autour d'un bol. Et quand ils sont autour du bol, on demande aux enfants de tenir le bol avec la main gauche. Le bol ne doit pas bouger. Ce bol, c'est la communauté que nous partageons. Et nous devons la tenir pour que la communauté ne soit pas déréglée. L'enfant, dès le bas âge, on lui apprend à tenir la communauté. Il est responsable de la communauté. Après, il doit manger avec la main droite. Il doit manger avec la main droite. Et avec la main droite, il doit manger à sa place et strictement à sa place. Alors, on lui apprend le respect des règles qui déterminent le fonctionnement de la communauté. Rester à sa place. Ensuite, il n'a pas le droit de toucher aux condiments qui sont au milieu du bol. Si c'est du poisson, de la viande, l'enfant ne doit pas toucher à ces condiments. Il n'y a que les personnes âgées qui ont droit d'accès à ces condiments. Ces condiments représentent le bien public. Et les personnes âgées sont les dirigeants. Seuls les dirigeants ont le droit de toucher au bien public. Mais aucune personne âgée n'a le droit de prendre les condiments et de les mettre à sa place. On doit laisser les condiments au milieu du bol. Et les personnes âgées ont le devoir de couper une partie de ces condiments et de mettre devant la place de chaque enfant, ce qui revient à la redistribution équitable des biens publics. Et on n'a pas le droit de faire tomber la nourriture quand on mange. Parce que je dois penser aux autres qui n'ont pas accès à la nourriture, donc je dois respecter la nourriture. La charte de Kourougan-Fougan dit parmi ses dispositions que toute vie est une vie.
et qu'en conséquence, il faut respecter la vie humaine. Il faut respecter la vie tout court. Je parlais de respect du vivant. Même la vie de l'arbre, même la vie de l'animal doit être respectée. Enfin, je suis d'accord avec notre collègue enseignant que oui, il nous faut réformer notre système. Je crois qu'il faut aller vers un système éducatif qui nous réconcilie avec nous-mêmes. Parce que quelque part, nous avons des curricula qui nous éloignent trop de nous. Nous ignorons notre histoire, nous ignorons nos usages. Et puis après, oui, vous avez raison, sur le plan de la formation, il faut préparer l'enfant dès le bas âge à faire face à des problèmes et à pouvoir les résoudre. Vous êtes enseignant de formation, vous êtes passé à la FASTEF. La taxonomie de Bloom dit que le premier niveau n'est que la connaissance. Mais après la connaissance, vous avez la compréhension. Après la compréhension, vous avez l'application. Après l'application, la synthèse, après l'analyse et enfin l'évaluation. Mais on se rend compte que malheureusement, notre système éducatif, d'une certaine manière, a besoin d'une refonte en profondeur, mais surtout d'une prise en charge de notre âme et de notre destin, de notre vouloir vivre, qui crée plus de liens entre nous-mêmes et qui nous oriente vers les enjeux qui nous interpellent. Merci beaucoup, professeur. Peut-être dire à propos de l'enseignement, d'abord sur la charte de Kouroukan-Fouga, c'est vrai mon ami Mengone qui a été à la base de ressusciter cette charte de Kouroukan-Fouga et de travailler avec des gens comme Cheikh Abidou Kane, Djibril Tamsir Niang, disait simplement qu'on avait besoin de mythes fondateurs. Nous ne devons pas aussi idéaliser cette charte. Et Bachelet en a fait une très excellente critique. C'est que les sociétés du Moyen-Âge, même jusqu'à aujourd'hui, étaient des sociétés profondément inégalitaires. Et que la charte du Kouroukan-Fouga, ce sont les différents clans du Mandé qui s'étaient réunis autour de Soundiata Keïta. J'ai l'habitude de dire un problème pour le Mali, c'est que ce sont les mêmes clans du Mandé qui dirigent le Mali et ça limite la démocratie dans ce pays. On peut en discuter, mais c'est une référence pour nous, pour notre conscience historique en tant qu'Africains. Sur l'éducation aussi, je ne suis pas toujours d'accord sur cette vision. Non, je vous renvoie vraiment à ce livre de Salou Mbaye sur Ndane Fall pour Madame. Mais l'école était au milieu de la vie. Le maître d'école en Europe, ici, ailleurs, était quelqu'un de fondamental dans la société. Et les enfants, par exemple, dans les écoles, l'école ancienne, là, moi, il y avait une bonne intégration dans la société de l'école. Tout n'est pas mauvais dans l'école. Et moi, je n'ai aucun complexe à étudier à partir du français, parce que ça n'enlève absolument rien à ma culture, à ma conscience et à mon amour pour ma langue, le Wolof. Quand on parle le Wolof, il faut bien le parler. Mais c'est vrai que les intellectuels aussi créent parfois des problèmes qui n'existent pas. Quand Senghor disait à propos des langues, pourquoi il ne devait pas l'introduire à l'époque? Il disait que ce n'était pas suffisamment travaillé les langues, etc. Mais le véritable problème pour Senghor, c'était les langues, la question des langues nationales était un problème à tiroir. On sortait un problème, pour le résoudre, il en sortait d'autres, il en existait d'autres. C'est extrêmement difficile. Pourtant, notre Wolof là, né au Sénégal, est parlé pratiquement dans toute la sous-région. Mais en faire une langue internationale, ce n'est pas comme le Swahili, par exemple. Nous devons travailler nos langues avant d'en faire uniquement des langues d'éducation. Aujourd'hui, nos hommes politiques, ils se mettent à parler Wolof dans les médias. Mais le Sénégal, qui était un hub diplomatique, tous les diplomates qui sont là, ils ne comprennent pas quand les leaders politiques parlent Wolof. Tout ça, ce sont des questions, il faut les regarder en face, essayer d'avancer. Moi, je crois que l'école à l'époque était une école bien intégrée dans la société. Vous voulez terminer? Oui. Allez-y, monsieur Sall. Juste après l'ambassadrice, oui. J'avais décidé de ne plus rien dire après avoir entendu les deux professeurs là. Mais quand même, une petite chose sur l'école. Je crois que la distance est peu géographique, mais la plus grande distance était la distance culturelle et sociologique. L'école occidentale a été un bouleversement par rapport à notre société. Et ça, je crois que Cheikh Abidou Kane, son aventure avec lui, le montre très bien. Mais c'est un boulot. Et puis, ça faisait partie du projet colonial. Et le projet colonial, c'était un projet de destruction de tout ce qu'on avait. L'éducation, la fracture existe jusqu'à aujourd'hui entre
les orophones, c'est Ousmane Khan qui utilise le terme-là, les intellectuels, les savoirs, les institutions orophones modelées sur ce qu'on a affronté de l'Occident, et les autres qu'il y avait ici avant, ou qui sont venus d'autres parties du monde. Donc cette fracture-là, pendant longtemps, a existé et il faut construire des ponts au niveau des communautés intellectuelles, au niveau des savoirs. Si on veut, il faut remembrer, quoi, en fait, au fond, c'est un terme encore décolonial. Mais oui, non, je suis complètement d'accord. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'on n'a pas toujours su faire, c'est on ne peut pas revenir en arrière pour dire imaginez que l'école n'a jamais existé. L'école existait. D'ailleurs, moi, ça me permet de pouvoir m'exprimer ici en français ou en anglais ailleurs, quoi. Et je ne regrette pas d'avoir appris. Mais ce que je veux dire, c'est que l'école aussi a changé des choses. Et l'école a, comme les langues, comme la culture, comme les savoirs, le projet colonial a déstructuré à tous ces niveaux-là. Et il y a des choses qu'on ne récupérera jamais, parce que ça a été détruit carrément, quoi. Et on a parlé d'élite, même au niveau des élites, là, il y a eu une certaine fracture qui a existé, quoi. Après, il y a eu un rapprochement, après, tout ça c'est documenté, hein. Et les écoles arabes ont évolué. Mais je veux dire que c'est important quand même de ne pas oublier cet aspect-là, quoi. Et si on doit maintenant parler de l'avenir, je crois que la réforme qu'il faut faire de l'école, c'est de la rendre beaucoup plus proche des gens, beaucoup plus, comment dire là, intégrée dans, plus endogène, exactement. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas apprendre ailleurs. Et les Japonais sont bien dans leur peau en tant que Japonais. Mais une des choses que les Japonais font, y compris dans les sciences sociales, c'est qu'on est encouragé à traduire le maximum d'éléments possibles d'ailleurs en langue japonaise. Et ils ont passé beaucoup de temps à juste assimiler ce que d'autres ont fait et puis à digérer ça. Oui. Et nous, cette digestion, souvent, qu'on ne fait pas. Pour pouvoir justement s'approprier et maîtriser et améliorer, construire ça pour aller plus loin, quoi. Merci beaucoup. Donc, voilà. Jessal, nous allons permettre à son Excellence aussi de répondre peut-être à la question. Je voudrais uniquement répondre à des inquiétudes. Et, il y a des différentes manières de chercher un rapport avec l'Afrique. En Amérique latine, je connais très bien le monde noir latino-américain. Je n'entends pas des mots méchants vis-à-vis de l'Afrique, du passé, non. J'entends une volonté de sanation, on appelle ça là-bas, sanation, de guérir une blessure, mais pas de propos hostiles à l'Afrique. On peut trouver de l'hostilité dans d'autres aires, mais pas en Amérique latine et les Caraïbes. Et l'autre chose, c'est il y a une différence, Monsieur Seck, entre la traite transatlantique et l'esclavage. Ce n'est pas des choses égales, c'est différent, c'est différents phénomènes. Ce qui a fait la traite, c'est raciser les Africains et dire que toute personne noire est esclave. Alors, ça, c'est très important de tenir compte. Et qu'est-ce qui a fait la traite? Bon, la traite, c'est un système économique, juridique, social, qui a mis les bases de la modernité, c'est-à-dire de la création du capitalisme moderne. Et ça aussi, il faut le tenir en compte. Ce n'est pas un phénomène mineur. Alors, ne confondez pas, s'il vous plaît, traite et esclavage, parce qu'en effet, il y a eu de l'esclavage, et il y a encore de l'esclavage dans toutes les sociétés. Et l'autre chose, c'est que dans la traite, il y a eu un apprentissage de ce qu'on peut appeler la pédagogie de la cruauté. Ça, c'est un concept d'une féministe brésilienne. Alors, il y a eu une pédagogie de la cruauté, et tous ces apprentissages de la traite ont été utilisés dans la colonisation.
Alors le travail, c'est comment ce continuum, il est où le continuum entre la traite et la colonisation? Mais ça, c'est un travail intellectuel à faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excellences, Mesdames et Messieurs, un tonnerre de bruit pour vous, Auguste Assemblée. J'ai demandé le tonnerre, hein? Ça ne fait pas le tonnerre. Félicitations à vous, Mesdames et Messieurs, de vous être levés un samedi matin, d'être venus aussi pour participer à ce brillant débat qui nous réunit toutes et tous. Sous vos applaudissements, un tonnerre quand même, cette fois-ci un double tonnerre pour nos brillants panélistes, Mesdames et Messieurs. Un double tonnerre, hein? Un double tonnerre.